Bonsoir à tous, bonjour. Salut. Salut José, salut Jean-Pierre. Bonjour Alain, bonjour José. Salut à vous deux, ça va bien? Ouais, ça va super, super bien. Nouvelle émission, nouveau à livre ouvert, j'allais dire à cœur ouvert, mais c'est un peu la même chose. Et ça fait plaisir de vous retrouver pour parler un petit peu de vos coups de cœur, de l'actualité, mais on va surtout commencer un peu différemment aujourd'hui. Jean-Pierre, on t'a perdu. Oui, j'arrive. D'accord. Avec nos deux invités exceptionnels pour nous présenter un livre édité chez Aluna dont vous allez nous parler. J'accueille tout de suite Madé Mankou et Catherine Chouard. Salut les amis. Bonjour. Bonjour Catherine, bonjour Madé. Bienvenue sur Olam dans À cœur ouvert. Et Catherine, on va se tutoyer, hein, c'est plus simple. Catherine, tu es dans le sud de la France et Madé, tu es à Bali. Alors, attends, on va rallumer les micros. Ouais, super. Et Jean-Pierre, je te laisse tout de suite présenter nos invités. Eh ben, la vie d'éditeur, c'est une vie de rencontre, etc. Donc, en fait, Catherine est venue me rencontrer, je pense, il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans à Toulouse, avec le projet de livre qui était déjà très avancé. C'est une amie commune, Victoria Pellet-Reimers, qui nous a mis en rapport. Et puis, je pense qu'à la fin de la rencontre et du déjeuner, Catherine, on était assez vite en phase sur le projet. Donc, Madé, c'est la première fois que je te rencontre parce que moi, j'ai travaillé énormément avec Catherine et puis notre graphiste Didier sur la mise en page, les photos, parce que le livre est composé de textes. En fait, c'est 2 livres en un. Bali, un chemin d'amour, c'est d'abord un premier texte de Madé qui s'appelle Perle de sagesse d'un Balinais. Catherine, voilà. Comment était le processus de l'écriture. Et puis après, un livre de Catherine qui s'appelle Bali et l'offrande. Et on s'est vite entendu sur le fait de faire un seul livre, un seul objet avec les 2 ouvrages. Et donc, ça donne le bouquin que vient de présenter Alain. Catherine, tu connais Madé depuis pas mal d'années, je crois. Oui. On t'entend. C'est bon. Voilà. Catherine, tu veux le livre est sorti en fin d'année dernière. Est-ce que tu veux nous présenter un peu Madé avant qu'on parle du contenu du livre? Présenter Madé, ça c'est un défi. Madé est un homme avec de nombreuses facettes et de nombreux talents. Celui qui m'a touchée, c'est son cœur, c'est son humanisme, c'est sa spiritualité profonde et c'est tout ce qu'il véhicule par sa vie au quotidien, de l'enseignement de sa lignée, qui est une lignée spirituelle très profonde, balinaise, et que j'ai eu la chance de rencontrer et avec lequel j'ai vécu cette aventure de création et d'écriture pour écouter profondément la sagesse balinaise et la partager avec le plus grand nombre possible. Donc Madé, c'est aussi un prêtre hindouiste, un Mankou. C'est aussi un homme de la terre qui s'est cultivé. C'est un homme qui connaît les plantes et leur pouvoir de guérison. C'est un père de famille, un époux. C'est un homme reconnu dans son village et dans son île. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un ami, c'est un frère. Et Catherine, vous connaissez, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés il y a une 12aine d'années à Bali, en fait, où j'étais déjà, parce que j'avais créé une association de soutien à des femmes balinaises qui fabriquent des paniers à offrandes. J'avais été très touchée par cet objet, on y reviendra sûrement, qui est la tradition, enfin, qui est le panier à offrandes et la tradition de l'offrande à Bali, de l'acte désintéressé, de l'offrande, de la création de la beauté. Et en fait, j'ai rencontré aussi Madé à cette occasion parce que j'étais une chercheuse pour comprendre, aller un peu plus loin que ce qu'on montre aux touristes qui visitent Bali et qui généralement voient la carte postale, voient la beauté, les couleurs, mais n'ont pas toujours l'occasion d'aller regarder un petit peu plus loin et de comprendre les rites magnifiques et la philosophie qu'il y a derrière. Très bien. Alors moi j'ai une première question, justement c'est intéressant et on peut la poser à Madé ou à toi Catherine, c'est comment
on resitue un petit peu j'ai envie de dire la spiritualité balinaise. Tu nous as dit que Madé, tu es aussi un prêtre hindouiste. J'avais envie de comprendre un peu où se situe cette lignée dont tu parlais par rapport aux enseignements justement hindouistes, bouddhistes, de l'Est, de l'Asie, etc. Quelle est la place de cette lignée et qu'est-ce qui la caractérise, j'ai envie de demander. Bon, l'hindouisme de Bali, c'est un de la richesse, de la richesse sur cette planète, parce que cette religion hindouiste, c'est vraiment universel. Ça veut dire léger. Dans la pratique, c'est léger. On est proche avec la nature. Dedans, il y a tellement la pratique basique d'hindouiste, ce qu'on appelle yoga. Alors, à Bali, notre religion, c'est mix ou bien mélangé avec la tradition locale. Pour ça, la religion hindouiste de Bali, ils sont vraiment plongés naturellement avec les peuples, avec les citoyens, les situations géographiques, etc. Alors pour ça, à Bali, la pratique, c'est vraiment la pratique très simple, mais pour ce qui est voir la première fois de l'extérieur, voilà, ils n'ont pas compris. Alors en fait, à Bali, l'hindouisme de Bali, leur caractéristique, c'est un des 4 types de yoga, ce qu'on appelle Bhakti Yoga. Dans Bali, l'hindouisme de Bali, on pratique à la façon Bhakti Yoga, yoga de la dévotion. Voilà. Mais derrière, avec la tradition qui est très très riche, parce que les peuples sont proches avec la nature, les peuples ils ont des capacités de la création artistique. Par exemple, faire les offrandes, etc. C'est ça qui... les gens qui viennent à Bali, ils adorent cette tradition. Donc, nous, c'est plutôt la tradition locale de Bali. Voilà. Merci. Merci. Oui, bonjour Madé, bonjour à vous tous. Ce qui m'a frappé en lisant le livre, surtout au début, c'est vraiment l'influence de l'hindouisme, comme tu le disais, les mots sanscrits. Je retrouvais le Vedanta, en fait. Alors, parfois avec des orthographes un peu différentes, mais on retrouve la réflexion sur Tattvamasi, tuer le soi. On retrouve des réflexions sur les différents koshas, c'est-à-dire les couches qui entourent le soi. Donc, l'influence, elle est vraiment profonde. On retrouve l'hindouisme de l'Inde, quoi, que je connais, sans doute avec une couleur locale. Est-ce qu'il y a une influence du bouddhisme dans cette lignée? Oui, exact. À Bali, l'hindouisme de Bali, c'est Shiva Bouddha. Shiva, c'est hindouiste et Bouddha, c'est bouddhiste. Donc, tous les deux, ils sont mix à Bali. Alors, pour ça, la tradition ici, c'est unique. Dans le pratique aussi, par exemple, les prêtres, nous avons 3 types de prêtres. Alors, il y a le prêtre shivaïste, il y a le prêtre bouddhiste, il y a le prêtre Vaishnava. Vaishnava, qu'est-ce que c'est? Vaishnava, c'est, si on parle secte avant, en Inde, à Bali, il y a 11 sectes. Il y a shivaïsme, il y a tantrique, il y a Ganapati, il y a Bhairava. Donc, un, c'est Vaishnava. C'était il y a longtemps. On ne parle plus là maintenant. Depuis presque 13e siècle, on ne parle plus parce que
les gens importants à cette époque-là, parce qu'il y a des concurrents, entre les sectes. Et alors, depuis le XIIIe siècle, on a mis ensemble les prêtres, les personnes importantes à cette époque. Elles sont réunies. On avait décidé, à Bali maintenant, il n'y a qu'un seul hindouiste à Bali actuel. La base, c'est Siva-Siddhanta. Donc, jusqu'à maintenant, on accepte l'hindouiste de Bali, c'est Siva-Siddhanta. À tout est Shiva. Tout est Shiva. C'est marrant, Shiva Bouddha, parce que, a priori, il y a plein de différences entre le bouddhisme qui va dire qu'il n'y a pas de soi et Shiva qui va mettre l'accent sur le soi. Donc là, vous faites la coïncidence des opposés. Vous unissez les contraires presque dans la pratique, j'imagine. Non, c'est pas le contraire. Non. Les deux sont ensemble. C'est comme yin et yang, c'est comme masculin, féminin. Alors on a mis ensemble. Et comme ça, il y a ce qu'on appelle la création. Alors, dès qu'ils sont ensemble, c'est ça la lumière. Peut-être, on pourrait dire aussi, Madek, à Bali, la recherche, c'est l'équilibre et l'harmonie. Et là, tous les deux, dans l'échange, vous venez d'illustrer cette notion de non-dualité et de rassembler, de recherche d'unité. Par exemple, à Bali, il y a un temple où à l'intérieur du temple, il y a à la fois un autel bouddhiste et une approche hindouiste au sein de la même enceinte. Donc, pour moi, vu de l'extérieur, au départ, c'était vraiment cet étonnement, presque ce vertige, parce que nos repères habituels, qui sont souvent des repères d'opposition ou de dualité, à Bali, sont vraiment toujours dans cette recherche universelle. Et c'est ça aussi, dans l'ouvrage qu'on a souhaité, avec Madé, témoigner, c'est avec un regard différent, des origines différentes. On pourrait dire au plan concret, tout nous oppose. Et pourtant, quand on est dans cette ouverture de cœur et de recherche, on peut dire d'une certaine forme de quête ou de vérité, je dirais qu'il y a une forme de convergence en fait qui s'illustre et on dépasse cette notion complète de religion ou de repères qui sont souvent des marques de différence, voire de lutte d'influence pour essayer vraiment de renouer avec l'essence et la philosophie balinaise de la triple harmonie. Hein, tu peux peut-être en dire un mot, Madé? Oui, c'est ça ce qui est important pour nous. À chaque fois qu'on a fait la cérémonie, le plus important, la première chose qu'on doit faire, c'est comment on crée cet univers pour qu'il est en harmonie, équilibre. C'est ça le plus important. Après le reste, c'est la suite. La première étape, ce qu'on doit faire, c'est pendant la cérémonie, c'est l'équilibre. Le bas et là haut, voilà. L'harmonie, c'est ça le but. La première chose qui est important, c'est être en harmonie. C'est ça. Et puis après, les restes, ils vont arriver. Ouais, d'ailleurs, on retrouve bien ce lien dont tu parlais aussi avec la non-dualité et cette union entre tu dis la chaîne de la vie, c'est vraiment comme au cinéma, c'est un jeu de rôle. Bouddha parle d'illusion, les yogis parlent de lila. À Bali, on parle de Mayapada. Mayapada, Maya, c'est l'illusion. Pada, ce qu'on voit. Toutes, c'est des illusions. Cette idée que tout est un film, ou suis un spectateur. Si je dois être acteur dans le cinéma de la vie, alors il faut que je joue bien. Ça, ouais. C'est important. C'est important, justement, ça, cette idée que l'incarnation, la manifestation a son rôle essentiel. Et d'ailleurs, il y a vraiment une emphase qui est mise dans le livre sur le rapport à la nature, le rapport à la vie, le rapport au cœur, le rapport aux émotions, etc., qui est omniprésent. Bon, il y a un petit côté aussi chamanique, on a l'impression, dans tout ça, cette harmonie, cette approche holistique de tout ce qui est sur la terre, ce qui est sur le ciel, etc. C'est assez prenant, je trouve. Bon, comment je vous explique? Bon, je vais vous essayer d'expliquer comme on est dans une école.
Alors, la première question, c'est souvent des gens, ils ont perdu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris. Quand on pose la question qui suis-je, alors des gens, leur réponse est toujours voilà, moi je suis entièrement. Il y a le corps, il y a voilà, le corps, l'énergie, l'âme, etc. Bon, tout est beau, la vie est cinéma. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà passés à plusieurs fois d'expérience sur cette terre. Ça veut dire aussi, c'est pas pour les enfants qui sont entrés dans l'école du jardin, ça. Mais c'est déjà pour les personnes qui sont déjà entrées à l'université pour le doctorat. Alors, l'explication, c'est beaucoup plus simple parce que ce sont des doctorats. Alors, on n'a pas besoin d'expliquer avec le mot très, très profond. Mais pour les petits, il faut expliquer. Alors, après qu'on a compris entre le mot Maya, Pada, Maya, c'est l'illusion, Pada, ce qu'on voit avec les yeux, c'est les matériels, la terre, de l'eau, de l'air, le feu et l'espace. Ça, on peut voir avec les yeux. Et puis après, à l'intérieur, il y a l'esprit mental. Qui est dedans, il y a l'intellect élevé, et puis après aussi, il y a les émotions et ego. Comme dans le yoga, il y a Buddhi, Manas, Ahankara. Ahankara, c'est ego. Ensuite, après, les trois, elles vont entrer dans le Chitta. Alors, des gens souvent, on joue entre le corps et l'esprit mental. Ensuite, après, le mémoire, c'est tout. Mais le plus profond de ça, le vrai soi, c'est à l'intérieur des matières. À l'intérieur. Alors, le vrai soi, quand elle a compris, lui, donc, c'est lui qui dit Mayapada, l'illusion, elle est là. Parce qu'elle a déjà compris. Mais quand même, pour remercier la vie, alors, elle prend un rôle aussi sur cette terre. C'est ça ce qu'on appelle Swadharma. Swadharma, c'est le devoir qu'on doit faire, qu'on doit réaliser sur cette terre-là. Voilà. Super. Moi, il y a quelque chose, je vais revenir sur un point, Madé, si tu veux bien, ou Catherine. Moi, ce qui m'a frappé dans vos paroles, Alain parlait de chamanisme, moi, ce qui m'a frappé dans vos paroles, c'est que j'ai retrouvé quand même beaucoup de propos qui sont similaires à beaucoup de peuples autochtones sur la planète. Tout à l'heure, tu parlais de l'harmonie. Chez beaucoup de peuples autochtones, c'est au centre de leur vie. Le contact avec la nature, chez eux, la plupart disent nous sommes la nature, et c'est une vision incorrecte d'avoir séparé, comme l'a fait l'occidental, la nature d'un côté et l'humain de l'autre, et de s'être mis au centre de quelque chose alors qu'on est partie prenante. Voilà, je voulais dire ça et puis t'entendre un peu là-dessus. Cette communauté de pensée que vous avez, en tout cas que j'ai retrouvé dans le bouquin, avec beaucoup de peuples autochtones. Quand on dit peuple autochtone aussi, c'est déjà une différenciation. Pour moi, l'humain, là où il est proche de la nature. La question de tout ce mouvement, entre guillemets, de modernisation, a été des déplacements de population, volontaires ou involontaires, qui petit à petit, avec des densités de population importantes, ont créé d'autres logiques. Et petit à petit, qui ont conduit aussi à du déracinement. En revanche, aujourd'hui, c'est assez, je trouve, autocentré, vu des populations, notamment occidentales, de parler des peuples autochtones, comme s'ils étaient différents, ils avaient des caractéristiques un peu magiques, alors qu'en fait, on est à l'essence de personnes qui vivent encore proches de leur terre, dans leur communauté,
et avec généralement des niveaux de densité de population qui sont restés assez stables à travers le temps. Donc c'était aussi ce point-là qu'on souhaitait souligner parce que c'est se rappeler. Pour nous, c'est aussi un livre de mémoire pour se réveiller ou se souvenir que tout est fait, tout est là pour que l'harmonie soit présente de l'humain, de la nature. Et Madé va sûrement y revenir, mais aussi du rapport profond entre le microcosme, ce qui se passe à l'intérieur de soi, et le macrocosme, ce qui se passe à l'extérieur. Et j'aimerais bien, Madé, si tu voulais nous partager, parce qu'on l'a fait tous les deux et on pourrait l'offrir à nos amis, ta vision de l'actualité aussi aujourd'hui, entre qu'est-ce qui se passe dans nos corps, dans nos émotions, dans nos têtes, et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Je peux ajouter? Moi, j'aime bien d'apprendre, j'aime bien observer, mais j'observe naturellement à ma façon. Voilà ce qu'il a dit Catherine tout à l'heure. Si on parle le monde, le cosmos, il y a deux cosmos, micro et macro. Microcosmos, c'est soi-même. Macrocosmos, c'est le monde extérieur de soi. N'importe quoi ce qui se passe dans le monde extérieur, ça va passer aussi dans le monde de microcosmos, de soi-même. Et ça, ce que j'ai observé, par exemple, les gens qui sont malades, les gens qui n'ont pas de fortune, ça veut dire matériellement, ça ne va pas. Dès que je suis entré dans sa maison, voilà, j'ai vu leur terre autour de la maison. J'ai compris déjà. Parce que la terre, de l'eau, les plants, ils ont gardé le mémoire de ce qui se passe autour. Alors, cette mémoire-là, elle donne l'impact à la personne qui habitait autour aussi. Alors, pour ça, c'est très important maintenant. Comment on crée, on garde le monde extérieur où on habite pour qu'elle soit harmonie, reste naturellement. Oui, bien sûr, on peut garder pour maison, etc. C'est ça ce qu'on a besoin actuellement. On doit retourner à la nature. C'est important. Par exemple, la santé, si on veut avoir la bonne santé, là où on habite, où on reste, ça détermine aussi la qualité de notre santé. Si on veut avoir la santé, l'esprit mental, c'est la même chose. Où on est, où on habite, à quel endroit qu'on est allé visiter le plus souvent, on va garder aussi le mémoire de cet endroit. Voilà, pour ça, c'est très important. Aller à la nature, garder la nature. Voilà. Super. Merci beaucoup, Madé. Moi, j'aurais une question sur la pratique, en fait, que vous faites, Madé, dans cet enseignement. Vous avez parlé de yoga, de bhakti yoga. Concrètement, en fait, quelle est la pratique? Quelle est la place de la méditation, par exemple? Est-ce que c'est un yoga particulier? Ça m'intéresserait de savoir comment vous faites pour que les gens prennent conscience de leur soi. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé Bali. En général, Bali pratique le bhakti yoga. Comme vous avez, si on parle de yoga, il y en a 4 types de yoga. Il y a le karma yoga, yoga de l'action. Il y a le bhakti yoga, c'est la dévotion. Il y a le jnana yoga et le raja yoga, le yoga royal. Moi, j'ai pratiqué tous les 4. Alors, pour ce qui a du temps, pour ce qui a de, comment ça s'appelle, la façon de gérer le soi, alors lui, il va pratiquer le raja yoga. Mais avant d'aller au raja yoga, on doit pratiquer le jnana yoga. Parce que le jnana yoga aussi, c'est important pour entrer dans le réel pratique de raja yoga. Le karma yoga et le bhakti yoga, ça c'est pour les personnes qui, entre guillemets, qui n'ont pas assez de capacité, de concentration, d'intellect élevé. Voilà. La pratique le plus simple, ce qu'elle peut faire, c'est le karma yoga, yoga de l'action, donner le service, et le bhakti yoga. Par exemple, moi, je suis vécu dans une famille génération en génération
dans la spiritualité, alors nous avons des capacités de pratiquer les 4 yogas. Alors, pour le plus simple, ce que j'ai pratiqué, c'est sur le Raja Yoga, yoga royal. C'est la méditation. Alors, les amis aussi donnent qu'est-ce que c'est la méditation. Moi, je dis la méditation, c'est simple. De ne rien faire. Ah oui, je suis d'accord. Le mot, c'est simple, mais la pratique, là, ça c'est à Dieu. Alors, comme ça, on a besoin de la méthode pour apprendre. La méthode, ce n'est pas compliqué. La méthode, c'est simple. Beaucoup plus simple, la méthode qu'on a pratiquée, c'est mieux. C'est ce que j'ai fait, ce que je partage avec les gens, à part de yoga du corps. Alors, ce que je partage, c'est la méditation. La méditation, c'est simple. S'asseoir, respirer, puis lâcher prise. Tout va bien. Juste s'asseoir, respirer et de lâcher prise. Quand on est s'asseoir, c'est important pour que la colonne vertébrale, le corps, elle est bien droit. Alors, on a appris sur les langoustes. Quand le langouste est droit, alors ça veut dire aussi que cette langouste, elle a de bonne santé. On peut les nourrir. Ensuite, après, sur la respiration, beaucoup de gens, ils ont mal à comprendre comment on respire. Il y a plusieurs techniques, mais je vous propose la technique très simple. Juste être avec la respiration. Être avec. Et puis après, observer. Être conscient avec la respiration. Voilà. Et puis après, connaître les 3 caractéristiques de la respiration. Par exemple, froid, chaud, long, court, lourd et léger. On peut choisir tous les 3. Dès qu'on a compris, alors ça c'est le moment de la surprise. Dès qu'on a compris, ça ne vaut pas la peine de garder. Moi j'ai des techniques, la façon de méditation très importante. Non. Dès qu'on a compris, la surprise. Même ces bonnes méthodes, la surprise. Et comme ça, on a libéré de l'attachement. Voilà. Le sommet de la méditation, c'est la sagesse. D'abord, le savoir, être conscience avec la respiration. Ensuite, après, quand on a compris la respiration, lâcher prise. Dès qu'on lâche prise, la sagesse, elle est là. Quand on est sage, quand on a de la sagesse, là, ça c'est le médicament pour guérir le corps, l'esprit mental et l'âme. La sagesse peut guérir tout. Magnifique. C'est simple, c'est très simple. Il ne faut pas chercher les techniques. Moi, j'ai appris beaucoup de techniques, mais après, ce que j'ai compris actuel, alors ce que j'ai écrit avec Catherine là-dedans, beaucoup plus simple, la connaissance qu'on a, mieux c'est. Parce que chaque chose simple, ça ne fait pas compliquer la tête. Dès que chaque chose fait compliquer la tête, c'est plus simple, c'est pas bon pour la santé. Super, merci. Merci, Madé. Je voulais juste, avant qu'on remercie nos invités, je voulais, Catherine, on ne t'a pas présenté vraiment. Et je voulais que tu nous fasses juste sur ton parcours en 2 minutes et ton coup de foudre pour Bali, si j'ai bien compris. Je vais rallumer ton micro. Voilà. Merci. Mon parcours, c'est un parcours de vie. Donc, oui, aujourd'hui, je vais commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui, j'habite dans l'Aude, dans un retour à la nature. Donc là, je regarde par la fenêtre et je vois des arbres magnifiques au printemps et des oiseaux qui chantent.
Et dans ce présent d'aujourd'hui, Madé y est pour beaucoup. Je l'ai rencontré, donc je le disais, il y a 12 ans. Et mon parcours de vie a été d'abord un parcours très investi dans le travail, avec voilà, un parcours en entreprise, notamment en ressources humaines et donc en accompagnement des humains dans toutes leurs facettes professionnelles. Puis, il y a 13 ans maintenant, j'ai créé mon activité d'accompagnement individuel, justement parce que j'avais envie d'aller plus loin dans la découverte et dans les ressorts de ce qui fait l'humain, ce que je continue d'ailleurs aujourd'hui. Et Bali a été pour moi une rencontre extrêmement forte à un moment donné où j'avais quitté un job important et où j'étais en recherche pour la suite, en entre-deux. C'est d'ailleurs là-dessus que je travaille beaucoup aujourd'hui, dans ces espaces intermédiaires qui à la fois réunissent et puis permettent de faire des liens entre des situations ou des états intérieurs différents. Et l'aventure balinaise a aussi été celle pour moi de l'offrande, qui a été une rencontre très très forte. Et à travers les propos de Madé, ce qui me touche, c'est la générosité. C'est cette ouverture de cœur, c'est ce partage, c'est cette transmission. Et dans mon parcours aujourd'hui, eh bien, c'est aussi la transmission de ce que j'ai reçu qui m'importe de façon la plus large et la plus ouverte possible. Et je remercie la vie de me le permettre. Super. Ben, merci à vous. Merci Madé, merci Catherine. Jean-Pierre, je vais représenter le livre, donc Un chemin d'amour aux éditions Aluna Éditions. Voilà. Peut-être un dernier point que j'aimerais discuter avec Madé 2 minutes, si vous permettez. C'est l'importance qu'on voit dans le livre, dans ta culture, des offrandes dans des cérémonies, des offrandes à la nature, etc. Hélas, dans notre culture occidentale, quand je regarde avant, c'était des protocoles qui existaient ici aussi, en fait, qui sont énormément perdus. En fait, il y a très peu de gens qui continuent à faire ça, etc. Et du coup, ça coupe un lien avec le sacré, très probablement, et ça coupe un lien avec la nature. Quand je reçois mes amis autochtones, même si je reviens sur eux, qui vont se balader dans les montagnes en France et qui vont... c'est étonnant, tu vois, ils mettent des coquillages au pied des arbres, au pied des montagnes, et ils ramassent des cailloux dans les montagnes pour aller les mettre près des mers, en disant avec ça, on permet un dialogue entre la montagne et la mer dans les deux sens. Voilà. Moi, ça m'a quand même frappé. Le livre, la couverture, c'est une offrande. Le livre, c'est une offrande, en fait. Et je sens que c'est quand même très, très central chez vous, ça. Ok. Merci. Madé, si tu veux réagir ou si c'était une question, Jean-Pierre? Bah, c'est une question d'observation, en fait. C'était quelque chose qui m'a frappé. Voilà. Si on parle l'offrande, ça c'est intéressant. L'offrande, à Bali, on appelle Bantan. Bantan, c'est éveiller, réveiller. Bantan, c'est un symbole de Dieu. Dieu, c'est comme nous. Il a deux têtes, il a tout. Et cette offrande qu'on crée, c'est symbole de Dieu. Pour ceux qui aiment Dieu, il crée cette offrande. La deuxième, c'est l'offrande, c'est un cadeau divin au Dieu. Dieu crée cette planète. La nature, elle est là. Les humains, tous, de ce qu'il présentait Dieu. Les humains, ce n'est pas que d'intellect, mais il a du cœur. Avec le cœur, il vous remercie au Dieu. Mais est-ce qu'on coupe les arbres, on donne à Dieu? Non, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas la participation d'être humain qui a d'intellect, qui a du cœur, qui a la beauté à l'intérieur. Dans les offrandes aussi, comment les humains, êtres humains, participent dans la création avec l'intellect élevé pour remercier Dieu.
l'offrande, c'est ça. La beauté aussi, elle est dedans. C'est important qu'on crée l'offrande, il faut du cœur. S'il n'a pas du cœur dedans, il ne faut pas le faire. Ah, c'est ça ce qui est important. Symbole Dieu, voilà, c'est assez compliqué pour vous, mais nous, c'est habitué. Et le troisième, c'est symbole de cet univers, symbole de cette planète. Il y a la planète le plus bas, il y a le monde le plus bas, il y a le monde le plus haut, il y a le monde des humains. Et le concept des offrandes, c'est l'existant qui est dans cet univers. Qu'est-ce qu'il y a dans cet univers? Elle existe dans une offrande, soit grand et petit. Une seule offrande, cet univers, elle est là-dedans. Voilà, c'est ça. L'offrande, c'est symbole. Superbe. Merci. Merci Madé, merci Catherine. Merci à vous. Merci. Merci à vous quatre. Vous êtes intéressants. C'est gentil. C'est gentil. Ah non, c'est pas la gentillesse, mais c'est gentil aussi. C'est gentil aussi. C'est vrai, je savais qu'on était intéressant, mais c'est gentil quand même. Pour une fois qu'on dit à Alain qu'il est intéressant, du coup. En plus, tu vois. En plus, c'est la première fois qu'on me le dit. Madé, Catherine, vous pouvez rester avec nous. On va parler un petit peu si vous voulez, ou vous pouvez vous en aller comme vous le souhaitez. On va parler pendant 10 minutes un petit peu des coups de foudre littéraires de Jean-Pierre et José, mais vous êtes les bienvenus à rester avec nous à la maison ici. Voilà. Merci. On commence par José. Ok, très bien. Oui, alors, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La Voix du réel, qui vient de sortir, je pense que oui, il est en librairie sûrement depuis quelques jours. Voilà, La Voix du réel, yoga tantrique, retour à soi, de Nathalie Delay, avec une préface d'Éric Barret. Alors, Nathalie Delay, c'est une femme qui enseigne le yoga et la méditation. Je l'ai vue à Paris, d'ailleurs, dans un stage. Et elle est dans le courant d'Éric Barret, en fait, dans ce yoga du tantrisme, ce yoga de l'unité avec le ressenti, en fait. D'ailleurs, il y a une préface d'Éric dans son livre. Et alors, dans ce texte, que je trouve très beau, vraiment, vraiment très chouette, dans ce texte, elle commente le Vishnana Bhairava Tantra. Alors, d'ailleurs, on revient au tantrisme et au shivaïsme dont parlait Madé tout à l'heure. Le Vishnana Bhairava Tantra, c'est un texte du Moyen-Âge en Inde, peut-être du 8e siècle, qui comprend 112 techniques d'éveil. C'est un texte merveilleux. Pour moi, c'est un des plus beaux textes de l'histoire de la spiritualité. Il y a plusieurs traductions qui existent en français. Il y en a une magnifique de Liliane Silburn, que tu connais aussi, bien sûr, Jean-Pierre. Nous, chez Almora, on a édité une traduction de David Dubois avec un commentaire sanskrit aussi. Et là, elle a choisi en fait quelques versets, elle commente pas les 112, mais quelques versets du texte et qu'elle commente en lien avec sa vie. Elle nous montre ce que ça lui apporte et comment elle pratique ses enseignements du shivaïsme. Et c'est tout à fait accessible à n'importe qui. C'est très très simple. Ce sont des exercices sur la respiration, des exercices sur la perception, des exercices sur les émotions aussi. Et dans chaque cas, il s'agit de s'unir à la conscience ultime, en fait. Par exemple, percevoir que son corps est vide et que ce vide est le même vide que l'univers, que c'est l'espace de la totalité. Donc, je trouve que c'est écrit avec beaucoup de poésie, beaucoup de vérité. Et voilà, j'aurais bien aimé éditer ce livre, d'ailleurs. Alors là, c'est une édition synchronique, aux éditions synchroniques, donc très chouette. Je continue? Ouais, ensuite, vas-y, dis-moi, Rupert Alors, Spira. Serge Augier. Ah non, Serge Augier. Fais-lui quelques surprises qu'il n'ait pas toutes les couvertures trop facilement, quand même. Ouais. Donc, je connaissais pas Serge Augier avant de lire ce livre. Or, je m'aperçois qu'il est très connu. En fait, c'est quelqu'un qui est dans la tradition taoïste, qui s'appelle le Da Xuan. Je ne sais pas si je prononce bien, qui date du 5e siècle après Jésus-Christ. Il a lui-même eu un maître chinois. Il a écrit beaucoup de livres, hein, notamment une encyclopédie du Tao chez Flammarion.
Et dans celui-ci, il commente un texte formidable aussi. Ben, on est dans les commentaires, là, cette Vishana Bhairava Tantra. Là, c'est le Tao Te King de Lao Tzu. Et donc, il commente le texte avec vraiment une rare profondeur et il nous fait aller dans la non-dualité profonde de ce texte chinois. Et on voit effectivement ce que disait Madé tout à l'heure, c'est que ce soit un texte indien, que ce soit un texte chinois, tous ces textes nous renvoient à la même expérience non-duelle, en fait, alors là, on l'appelle le Dao, dans le shivaïsme, on va l'appeler Bhairava, la conscience de Bhairava, mais c'est la même réalité, en fait. C'est merveilleux de voir comment chaque tradition sait nous conduire à l'expérience ultime. Ça, c'est vraiment un texte très profond, notamment au début où il évoque le lien entre la vacuité, Wu, et la manifestation, Yu. Et donc, la manifestation surgit de cette vacuité. Donc, c'est merveilleux. Voilà, j'aime beaucoup. C'est des textes qui nous inspirent, quoi. Donc, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors, vas-y, donc, qu'est-ce que tu proposes, là, comme couverture? Ah, voilà. Ah, les éditions Almora. Donc, voilà un titre qui est sorti aux éditions Almora en mars dernier, de Martine Larba, pour une nouvelle alliance avec le vivant, l'écologie à la lumière des sagesses anciennes. Donc ça, c'est un thème qui va inspirer nos amis ici, Jean-Pierre, Madé et aussi Catherine. Donc Martine Larba est une spécialiste aussi du taoïsme et du bouddhisme. Elle avait écrit un livre merveilleux déjà chez Aluna qui s'appelait Relier corps et esprit. Et dans celui-ci, elle nous montre qu'en fait, pour résoudre la crise écologique, qui est évidemment, tout le monde le sait, terrible, eh bien, il faut aller puiser aux sagesses anciennes, aux sagesses qu'on appelait tout à l'heure autochtones. En tout cas, il faut revenir aux sagesses du taoïsme, aux sagesses aussi du chamanisme, et retrouver une nouvelle relation avec le vivant, au lieu de voir le monde dans une relation duelle, comme on a tendance à le faire en Occident. Descartes, par exemple, Descartes qui nous dit que grâce à la science, on va devenir maître et possesseur de la nature. Donc c'est sûr que si on se vit comme maître et possesseur de la nature, on est dans une entreprise d'objectivation, de rationalisation et à long terme, même à moyen terme, de destruction. Donc il faut trouver une nouvelle unité avec le monde. C'est ce que nous disait Madé, vraiment, c'est ce qu'il a illustré tout à l'heure. Et là, c'est un livre vraiment magnifique, je trouve, sur cette sagesse des traditions anciennes et dont nous avons absolument besoin, sinon on va à la catastrophe. Mais non, tout va bien. Mais si. Mais non, tout va bien. Ok. Et alors le dernier, donc... Le dernier, c'est Rupert Spirat. Voilà, chez Jean-Louis Acarias, mon ami Jean-Louis Acarias. Donc Jean-Louis édite Rupert Spirat, c'est son éditeur français. Et donc ça, c'est un nouveau livre de Rupert Spirat qui vient de sortir. Alors Rupert Spirat, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un enseignement plutôt dans la tradition de l'Advaita Vedanta indien. Il a eu comme enseignant Francis Lucille, qui lui-même avait eu Jean Klein, qui lui-même avait eu des maîtres indiens. Donc on est dans cette filiation de la non-dualité indienne. Et ici, Rupert nous montre que, en fait, quand on plonge au cœur de son sentiment d'être, quand on plonge au cœur de son « je suis », on découvre que ce « je suis » n'est pas du tout ce qu'on croyait. On se vit comme limité, identifié au corps, identifié aux pensées. Mais en fait, si on voit vraiment, on va au cœur de la subjectivité, on découvre que ce « je suis », c'est la conscience universelle, c'est l'Atman dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un chouette livre. Moi, j'aime beaucoup Rupert. Quand il vient à Paris, deux remarques, José. Yes. Perso, moi, je trouve que Rupert, c'est celui qui partage la non-dualité de la façon la plus limpide qui soit. À mon avis, c'est un intervenant d'une clarté, d'une simplicité incroyable. Ça, c'était un petit avis perso. Et en même temps, c'est hyper paradoxal, le titre. Être moi-même. Oui, absolument. Il y a de la provoque, là. Il y a le provoque, oui. Oui. Exactement, oui, parce que le moi, évidemment, le moi, c'est l'individu. Et là, il utilise toujours cette image d'un acteur, John Smith, qui joue le roi Lear et qui, au bout d'un moment, se prend pour le roi Lear. Donc, il pense qu'il est le roi Lear, il vit comme le roi Lear. Évidemment, il est malheureux. Or, pourtant, c'est toujours John Smith. Donc, le roi Lear, l'acteur a oublié qui il était. Donc, c'est notre condition à nous. Ce moi-même, en fait, nous jouons, comme on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait du cinéma. Donc, nous jouons un rôle et nous oublions que c'est un rôle. Donc, j'ai joué José le Roi pendant longtemps. J'ai cru que c'était ma vraie nature, mais en fait, voilà.
Écoute, moi, ça fait 1 an que j'essaye d'avoir José. Il est là. D'avoir Rupert Spira dans une émission, dans un programme ou même à Lyon. C'est difficile de le contacter, mais ce serait bien qu'on fasse les efforts en commun pour l'inviter à une émission. Ouais, par l'ami Jean-Louis, je pense. Hein. Par l'ami Jean-Louis, par Acarias. Voilà, par Jean-Louis, oui. Ouais. Non, mais moi, j'étais en contact avec son assistante pour la France et là, elle ne répond plus. Bon, on en parlera en dehors. Jean-Pierre, il te reste 2-3 minutes pour nous présenter. Oui, alors, j'ai reçu 2 couvertures et Native. Eh bien, alors, commençons par Native. Voilà. Donc, Madé, avec une équipe, j'édite une revue sur les peuples autochtones qui s'appelle Native. Je la ferai passer par Catherine au moins en PDF que tu vois ce que c'est. Donc ça, c'est le numéro 8 qui est sur architecture vivante, sensible, inspirante. Il y a notamment, il y a plein de choses autour de l'architecture forcément, parce que c'est le dossier central, mais il y a 2 interviews que je trouve remarquables là-dedans. La première de l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, qui a été interviewé avec une Française qui avait écrit un bouquin que j'avais présenté la dernière fois, Claire Barré, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc Claire a fait l'interview avec nous de cette personne. L'interview est tellement dense et tellement bonne que on n'a pas fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas coupé l'interview, on l'a laissé intégralement, on la mettra la moitié dans le numéro 8, la moitié dans le numéro 9. Et puis la seconde, c'est une interview d'une de nos marraines, puisqu'on a 7 marraines dans les peuples autochtones. Une femme qui s'appelle Léna Greuze, qui est une Sami, donc qui vit au nord du cercle polaire en Europe. Et on voit à la fois dans l'interview sa spiritualité et la difficulté des conditions de vie des peuples autochtones, y compris ici, mais comme de la même façon que la France respecte pas trop les gens qui vivent sur nos territoires en Guyane et dans l'océan Pacifique, ce qui se passe en Finlande et au Suède, c'est pas non plus très positif et glorieux, quoi. Et après, je te laisse, Alain, présenter ce que tu veux, parce que j'ai dû t'envoyer d'autres. Voilà. Alors, les danses de l'âme, ça, c'est chez Mama Édition. J'en avais parlé déjà il y a un petit bout de temps de Léna Fabre. Donc, c'est autre chose que nos discussions habituelles, hein, puisqu'elle a écrit un premier bouquin qui s'appelle L'envol vers soi. Les danses de l'âme, c'est un peu la suite. C'est des textes de canalisation, en fait. Hein, donc, c'est des textes qui sont reçus, mais la spécificité de Léna, c'est vraiment qu'il y a une qualité de dialogue entre elle et les esprits avec lesquels elle est connectée. Donc, pour les gens qui sont ouverts à ce type de propos, c'est un des bouquins les plus remarquables que j'ai lus. Ok. Et le dernier. Voilà. En fait, alors j'en avais 2. J'ai montré celui que je voulais présenter, mais les 2 sont sur. Je vais le mettre là, voilà, comme ça. Les 2 sont sur les peuples autochtones. Donc le premier, La voix de la pensée indigène par Doug Fatter, chez Vega. Donc c'est vraiment. Il y a pas mal de sorties. José, on en parlait. Il y a pas mal de sorties de livres autour de peuples autochtones et modernité et comment aider les gens, mais ce que vous dites aussi, Catherine et Madé, comment se reconnecter à sa nature profonde et comment se reconnecter à la nature aussi. Hein. Donc le premier, c'est celui-là, et le second que je suis en train de lire et de finir, vous voyez, il est quand même pas mal marqué, c'est L'esprit ensauvagé de Maurice Rebex chez Albin Michel, préfacé par Raoni. Maurice connaît les peuples autochtones d'Amérique du Nord depuis une 30aine d'années, notamment les Lakota, et a pratiqué une cérémonie, je ne sais pas si ça vous parle, quand on parle de la danse du soleil, qui est une cérémonie qui reste d'ailleurs très confidentielle dans ses pratiques, mais ce que je peux en dire et de ce qu'en dit Maurice, c'est que c'est un cycle de 4 jours de jeûne total, de méditation totale, et à la fin des 4 jours, il y a une cérémonie qui est extrêmement forte, en tout cas pour les hommes, qui est le fait de... on voit ça dans un seul film d'ailleurs, il s'accroche soit dans le dos, soit sur la poitrine devant, des crochets sous la peau, et il danse autour d'un arbre, en transe, on va dire, jusqu'à temps que le crochet et la corde qui est reliée à l'arbre s'arrachent. Et donc,
Bah, j'ai une photo dans un des natifs de Maurice torse nu où on voit que dans le dos, il a pas mal de scarifications, quoi. Mais en tout cas, son bouquin est très bien parce qu'il amène un peu comme le premier livre que j'ai présenté de Doug Good, là, il amène une réflexion autour de cette façon d'être au monde non séparée ou moins séparée que la nôtre. Voilà. Moment de la couverture, s'il te plaît. Alors attends, parce que voilà, comme j'ai la caméra qui est mal placée, l'esprit ensauvagé à l'écoute des peuples premiers pour une autre façon d'être au monde, chez Albin Michel, je conseille très fortement. Super. Eh ben, on est bon. Merci à tous. Merci Madé, merci Catherine encore. Merci à vous. Merci Catherine, Alain, José, merci. Merci José aussi. Bonne fin d'après-midi, de soirée, de journée, où que vous soyez avec le décollage horaire. Et puis, à très bientôt. Merci Madé de ta présence. Merci Marie. Merci à tous. Merci.